Bonjour. Voici la suite de la première partie des secrets de la matrice artificielle. J'ai parlé dans la première partie de la matrice artificielle de son application au niveau du mental inférieur, du mental supérieur, du supramental et du mental suprême. Dans cette deuxième partie, il sera question comment on peut sortir de cette matrice artificielle et bien d'autres choses encore. Je vais parler d'une réflexion que j'ai eue sur ma zone de création au niveau climatique. La question que je me suis posée, c'est pourquoi je ne peux pas avoir le contrôle du climat dans ma zone de création. Par exemple, avoir une température de 25-26 Celsius le jour et 19-20 Celsius la nuit pendant toute l'année. Le delta de 6 degrés entre le jour et la nuit créerait un environnement humide au crépuscule et à l'aurore qui contribuerait à une température luxuriante. À une nature luxuriante. Problème numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup trop de zones de création individuelles, voire des milliards répartis sur les différents continents qui constituent la zone de création planétaire, dont cette dernière est connectée à ma zone de création personnelle. Et ça, je parle naturellement de tous les habitants de la planète Terre. Le problème numéro 2, il y a plusieurs zones de création personnelle qui sont interconnectées à ma zone de création, voire des milliers qui sont mes voisins immédiats ou qui sont à proximité de chez moi et qui interfèrent avec le climat de ma propre zone de création. Le problème majeur est qu'il y a beaucoup trop de zones de création personnelles et individuelles qui ne sont pas assujetties à ma zone de création et par le fait même interfèrent au niveau du climat avec ma propre zone de création, c'est-à-dire mes voisins, ma famille, tous ceux qui sont de près ou de proche près de ma zone de création. Solution au problème numéro 1, créer une barrière psychique qui sépare ma zone de création personnelle de la zone de création planétaire. Solution au problème numéro 2, implanter un décor semblable au décor actuel afin d'immerger une matrice artificielle qui remplacerait la matrice artificielle actuelle. Ma matrice artificielle serait connectée en permanence à la matrice originelle pour conserver son pouvoir de création. Remplacer les autres zones de création personnelle qui sont actuellement interconnectées à ma zone de création par des copies d'unités carbone conformes aux unités carbone actuelles, mais entièrement assujetties à ma zone de création. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En quelque sorte, c'est un changement de décor, tout simplement, mais ce changement de décor est plutôt de l'ordre à partir du psychologique vers le psychique. De cette manière, je reprendrai le contrôle total de ma zone de création au niveau climatique. Ma propre zone de création étant isolée par une étant isolée par une barrière psychique de la zone de création planétaire, cette dernière n'aurait plus d'influence sur les autres zones de création qui sont interconnectées à ma zone de création. Si on forme un nouveau décor, bien ce nouveau décor-là, qu'est-ce qui ferait la séparation entre le nouveau et l'ancien décor qui serait, pour ainsi dire, identique, parce que c'est une matrice artificielle identique à la matrice originelle, ça serait tout simplement le côté psychique.
que nous sommes. Donc, ça ne formerait qu'une seule et unique zone de création et de cette manière, mon contrôle serait total sur ma propre zone de création. Il va sans dire que ce processus ne s'applique pas uniquement au climat. Un plan doit être élaboré pour mettre en place ce processus de transfert de ma ligne de temps dans une nouvelle trame temporelle, parce qu'ici, on n'est pas au niveau du temps chronologique, c'est-à-dire du temps linéaire, mais on est au niveau du temps événementiel, donc du temps horizontal. Maintenant, je vais parler du champ électromagnétique et vibration terrestre. Le courant électrique présentement est alternatif. En Amérique du Nord, il est véhiculé avec un voltage de 110 volts ou 220 volts sur une fréquence de 60 Hz. En Europe, il est véhiculé, je crois, avec un voltage de 220 volts sur une fréquence de 50 Hz. Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est ça. La fréquence de 50 Hz, en passant, correspond également à la fréquence de résonance des muscles. Si on pense au rayonnement électromagnétique qui est émis par le courant alternatif, qui passe dans les câbles électriques dans nos maisons, nous sommes exposés en permanence à ce rayonnement électromagnétique. Tout ce rayonnement électromagnétique, incluant naturellement la téléphonie et surtout la 5G, qui pollue notre environnement, peuvent être considérés comme de la pollution électromagnétique. La résonance de la Terre, qui était stable à 7,5 Hz, est maintenant en très nette augmentation. La Terre augmente-t-elle sa résonance elle-même, ou si c'est cette pollution électromagnétique qui influence sa fréquence vibratoire en augmentant sa fréquence Hertz? N'oublions pas que la fréquence des ondes cérébrales se situe à 12 Hz pour l'onde bêta, entre 8 et 12 pour les ondes alpha, entre 4 et 7 pour les ondes θ et entre 0,5 et 3 Hz pour les ondes delta. Comme vous pouvez voir, la fréquence des ondes Hertz du cerveau se situe entre 0,5 et 12 Hz, qui était plus ou moins assez près de la fréquence initiale de 7,5 Hz de la Terre. Donc, la question qu'on doit se poser, la Terre augmente-t-elle réellement sa fréquence vibratoire ou si c'est la pollution des différentes fréquences Hertz qui nous entourent qui nous donne l'impression de cette augmentation? La Terre n'est pas en voie d'accéder à un nouveau plan vibratoire comme voudrait le croire le New Age, mais elle se dirige vers le transhumanisme, secondé par l'intelligence artificielle implantée par nos dirigeants actuels. L'égrégore astral est encore bien présent dans notre monde qui nous fait miroiter une élévation vibratoire de la Terre pour mieux nous maintenir sous l'emprise des maîtres de ce monde. C'est pourquoi que j'ai opté pour une zone de création et non pour une planète. Peu importe sa forme et sa structure, dont cette dernière est dominée et sous l'emprise d'êtres qui veulent maintenir l'humain dans un esclavage perpétuel. Maintenant, je vais donner une information sur la 5G et l'électromagnétique. Le corps humain fonctionne avec un système électromagnétique. Nous savons que le cerveau émet un champ électromagnétique et qu'on peut le détecter par un encéphalogramme. On sait également que le cœur utilise un champ électromagnétique et qu'on peut le détecter par un électrocardiogramme. Donc, le problème avec la 5G, c'est qu'il est similaire, mais empire, aux problèmes déjà constatés
avec les premières générations de téléphones, du fait que les ondes de la 5G sont pulsées au lieu d'être propagées par un rayonnement électromagnétique. L'être vivant n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques de nature pulsée. Si des cellules vivantes peuvent s'adapter plus ou moins à des expositions de rayonnement continu, cela est très différent lorsqu'on les fera passer en mode on-off, c'est-à-dire marche-arrêt, régulièrement et à la vitesse de la 5G. En quelque sorte, nous sommes en train de réaliser une expérimentation en temps réel sur la population humaine. Nous sommes les nouveaux rats de laboratoire. Maintenant, je vais parler du côté occulte en rapport avec l'argent. Cette vidéo-là est faite bien avant que... je fais cette vidéo-là en pleine pandémie, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec l'argent actuellement, c'est-à-dire l'argent liquide, après cette pandémie-là. Donc, on sait que les maîtres du monde, les gouvernements, tout ça, veulent enlever la monnaie pour la faire uniquement transiger au niveau électronique. Mais ça ne fait rien, je vais en parler quand même parce qu'on ne sait jamais, là, c'est du côté occulte. Il faut savoir que l'argent véhicule une énergie et qu'on doit savoir comment utiliser cette énergie. Commençons par notre attitude face à l'argent. L'argent étant le véhicule d'une énergie, on doit l'utiliser comme tel, c'est-à-dire qu'on doit considérer l'argent comme de l'énergie elle-même. Manipulez l'argent comme si vous manipuleriez de l'énergie. Débutons par le classement de l'argent. L'argent doit être toujours classé dans notre porte-monnaie ou dans votre bourse d'une manière chronologique, c'est-à-dire les 5 $ en premier, suivi des 10 $, ensuite les 20 $, après les 50 $, et ainsi de suite selon votre monnaie locale. L'ordre doit être croissant pour que l'argent se multiplie. N'oubliez pas que vous manipulez de l'énergie. Lorsque vous ouvrez votre portefeuille ou votre bourse, la figure du billet de banque doit toujours vous faire face. Cela est très important car il signifie le rapport de communication que vous entretenez avec l'argent. C'est identique pour une carte guichet ou pour une carte de crédit. Peu importe le type de carte, la face de la carte doit toujours vous faire face pour multiplier votre avoir dans votre compte de banque. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui vous tourne le dos, n'est-ce pas? Vous parlez avec une personne qui vous fait habituellement face. Lorsque vous payez un article que vous avez acheté, assurez-vous que la figure de votre billet de banque vous fait toujours face. Lorsque vous donnez le billet à la personne qui le reçoit, cela fait en sorte d'attirer à vous l'argent et non pas qu'il s'éloigne de vous. Identique pour une carte de guichet automatique. Car si vous donnez le billet de banque dont la figure du billet est à l'opposé de vous, c'est-à-dire la figure faisant face à la personne à qui vous donnez le billet de banque, l'énergie qui véhicule l'argent s'éloignera de vous, car l'argent vous tournera le dos. Ne perdez jamais à l'esprit que vous manipulez une énergie monétaire. Donc, en résumé, considérez l'argent comme de l'énergie et de ce fait, manipulez-la avec respect. Classez toujours votre argent par ordre numérique croissant, la figure face à vous. Identique si vous avez plusieurs cartes de crédit.
Les cartes de crédit dont le montant de la carte disponible est plus élevé que les autres cartes. Donc, toutes vos cartes de crédit devraient être en fonction de la disponibilité de l'argent que vous pouvez retirer de cette carte de crédit en forme croissante. Finalement, que la figure du billet de banque doit toujours vous faire face lorsque vous donnez de l'argent à une autre personne afin que cette énergie vous revienne et non s'éloigne de vous. Pour l'argent électronique, car le carte de débit, carte de crédit et le reste, la face de la carte doit être toujours vers vous et l'utilisation est la même que décrit plus haut, car cette carte numérique représente elle aussi une énergie reliée à l'argent. Je viens de vous décrire le côté occulte de l'argent. Je vous souhaite plein de richesses dans cette énergie. Donc, tout ce que je viens de vous dire au sujet de l'argent liquide s'applique exactement de la même manière avec soit vos cartes de débit ou soit avec vos cartes de crédit. Donc, vous avez toujours en premier la carte qui représente le plus votre avoir. Maintenant, je vais parler de la matrice artificielle versus univers jumeau. Je dis souvent que la matrice artificielle a une inversion totale en rapport avec la matrice originelle, que la matrice artificielle est également comprise à l'intérieur de la matrice originelle, formant deux trames temporelles bien distinctes, reflétant deux mondes parallèles. La matrice artificielle se trouve au niveau psychologique et la matrice originelle, tant qu'à elle, se trouve au niveau psychique. Cela rejoint parfaitement le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, c'est un physicien français, lorsqu'il parle des deux univers jumeaux formant des mondes inversés. Il dit également que ces mondes sont inversés en temps, en énergie et en masse, ce qui correspond à une inversion totale. Il ne faut pas vouloir sortir de la matrice artificielle, mais il faut plutôt sortir la matrice artificielle de nous. En un mot, la matrice artificielle n'est pas à l'extérieur de nous, mais elle est à l'intérieur de nous, car la matrice artificielle est notre côté psychologique, alors que la matrice originelle est notre côté psychique. Donc, soyons plus psychiques dans notre perception de voir les choses au lieu de voir les choses d'un côté presque exclusivement psychologique. Donc, comme je dis souvent, changer sa perception, c'est changer sa réalité, car c'est votre perception qui va faire en sorte de prendre une probabilité que votre ligne de temps vers laquelle va se diriger. Maintenant, je vais parler du mouvement psychologique du Soleil et de la Terre. Pour débuter, que la Terre soit sphérique, oblate, plane, holographique, fractale ou sans forme, pour moi, ça reste simplement une zone de création qui est faite simplement d'information. Donc, le mouvement de la Terre et du Soleil pour l'être humain actuel est au niveau psychologique et non au niveau psychique. Pour débuter, il faut savoir qu'au-dessus de notre tête se trouve le temps horizontal événementiel et devant nous, nous avons l'espace horizontal circulaire. Car peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes toujours au centre de cet endroit. Et si vous tournez sur vous-même, faisant un cercle de 360 degrés, vous êtes toujours au centre
de ce cercle. Donc, je disais que les deux temps événementiel et espace sont tous les deux pourvus de densité constituant le temps spatial. Mais voilà, l'espace devant nous qui a une densité, car nous pouvons voir la distance entre nous et les objets qui nous entourent, a été, c'est-à-dire l'espace, contaminé psychologiquement par un temps artificiel linéaire pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le spatio-temporel. En un mot, le temps spatial de nature psychique a été remplacé par le spatio-temporel de nature psychologique. Un virus a été implanté, en l'occurrence le temps linéaire psychologique, dans l'espace du temps spatial pour obtenir le spatio-temporel pour nous enfermer psychologiquement dans un corridor chronologique. Si vous voulez donner un nom à ce virus, vous pouvez le nommer Chronos. Revenons au mouvement de la Terre et du Soleil. Présentement, nous sommes en symbiose avec le Soleil. N'oublions pas que le Soleil est le résultat d'un rayonnement électromagnétique. Et son mouvement psychologique, qui nous semble bouger dans le ciel avec un mouvement horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche vers la droite. Donc, en quelque sorte, le Soleil additionne les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années, entraînant un vieillissement de notre matière organique. Par son addition, le Soleil utilise mathématiquement le signe plus de l'addition, donc l'énergie positive plus, qui est une énergie de polarité positive. Par ce fait, le Soleil au niveau énergétique est de polarité positive. Pour le mouvement de la Terre, souvent identifié comme notre mère nourricière, il est ce qu'on appelle rétrograde, c'est-à-dire dans le sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre, donc dans le sens contraire du mouvement du Soleil. Donc, la Terre, par sa rotation rétrograde sur elle-même, soustrait les secondes, les minutes, les heures et le reste. Par sa soustraction, la Terre utilise mathématiquement le signe moins de la soustraction, donc l'énergie moins, qui est une énergie de polarité négative. Par ce fait, la Terre au niveau énergétique est de polarité négative. Pour rajeunir, il faut être en symbiose avec la Terre. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une matrice artificielle et que dans cette trame temporelle, la Terre est sphérique avec une rotation sur elle-même qui est rétrograde. Mais comme nous sommes synchronisés avec le Soleil, c'est-à-dire jour, nuit, et ainsi de suite, nous sommes donc dans une matrice qui nous entraîne vers la mort physique par le vieillissement psychologique de notre matière biologique. Nous sommes en symbiose avec le Soleil parce que nous travaillons habituellement de jour et nous dormons la nuit. Psychiquement, nous sommes dans le temps spatial et psychologiquement, nous sommes dans le temps spatio-temporel. Dans ce corridor chronologique, donc dans cette matrice artificielle qui constitue notre trame temporelle, où se trouve présentement notre ligne de temps, être en symbiose avec le Soleil entraîne un vieillissement qui nous conduit vers la mort. Mais être en symbiose avec la Terre entraîne un rajeunissement, nous conduisant vers une longévité digne d'un Dieu. Si nous sommes en alternance avec le Soleil et la Terre, c'est-à-dire 24 heures avec le Soleil et 24 heures avec la Terre, nous ne vieillissons plus et ne rajeunissons plus.
nous restons identiques car nous avons trouvé l'équilibre énergétique entre notre polarité positive et négative avec les deux éléments réunis, c'est-à-dire le Soleil et la Terre qui deviennent en quelque sorte le cinquième élément. Avec ce cinquième élément, les quatre autres étant l'eau, le ciel, la terre, l'air, la symbiose avec le Soleil et la Terre réunis produit ce que nous appelons l'éther, ce qui fait qu'au niveau biologique, nous régénérons continuellement nos cellules. Voilà ce qui veut dire que nous sommes à la fois des êtres temporels et spatials. Temporel au niveau psychique, du temps spatial, et spatial au niveau psychologique, du spatio-temporel. En tant qu'humains, nous pouvons aussi bien utiliser le temps événementiel comme l'espace pour notre déplacement, car les deux, temps et espace, ayant une densité, et de surcroît les deux nous sont accessibles. N'oubliez pas, changer sa perception de voir les choses, c'est changer sa réalité qui constitue notre décor de tous les jours au niveau, naturellement, du spatio-temporel. Maintenant, je vais donner des renseignements supplémentaires sur notre zone de création. Saviez-vous que notre univers local ne peut pas contenir de sphère? Pour la bonne et simple raison qu'une sphère ne peut pas disperser l'énergie produite par ses pôles. Nous sommes dans un univers polarisé et tout ce que contient cet univers doit être obligatoirement polarisé. Une sphère qui posséderait ses pôles à l'opposé l'un de l'autre, la dispersion de l'énergie se faisant à l'intérieur même de la sphère en son centre, ne pourrait pas disperser cette énergie sans faire éclater la sphère comme un pop-corn. Notre univers local se retrouverait comme un immense bol de pop-corn dont les sphères éclateraient à tour de rôle pour libérer l'énergie produite par ses pôles. Qui a dit que notre univers local était une sphère, d'après vous? Donc, si notre univers n'est pas une sphère, contenu dans un multivers, à quoi ressemble-t-il? La question reste tout entière. Je ne peux pas vous montrer comment est fait notre univers, car au niveau de notre conscience, notre univers n'est fait que d'informations, donc informe. Mais je peux vous dire à quoi notre univers ne ressemble pas. C'est le type, lorsque je fais des voyages en physique, c'est le type de réponses qu'ils me font souvent. Je ne peux pas te dire ce qui est, mais je peux te dire par contre ce qui n'est pas. Débutons par le commencement. L'énergie diffusée par les pôles de notre univers local forme un champ de nature électromagnétique en mouvement sous forme d'un vortex. Et c'est dans ce champ électromagnétique que les planificateurs primordiaux ont terraformé notre zone de création. Disons pour l'instant que ces planificateurs primordiaux sont au service de la source. La terraformation complétée, les planificateurs primordiaux ont ensemencé la vie propice à l'exploration de cette zone de création pour des êtres possédant un esprit, c'est-à-dire nous, vous. Mais d'autres êtres venus d'une autre dimension ou simplement d'une autre terraformation d'une zone de création, car ils ne provenaient sûrement pas d'une autre planète ou système solaire ou galaxie, et vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Ces êtres ont profité de cette terraformation naissante pour s'infiltrer dans notre zone de création afin d'y prendre le contrôle.
Les planificateurs primordiaux ont laissé faire ces êtres sous prétexte de faire une nouvelle expérience qui serait propice à l'éclosion de la vie. Ces planificateurs primordiaux sont devenus par la suite avec le temps ce qu'on appelle aujourd'hui la régie planétaire. Donc, en quelque sorte, par leur inaction, la régie planétaire est devenue complice de ceux qu'on nomme actuellement les maîtres du monde. L'humanité se développant au sein de ce champ électromagnétique terraformé commença à faire pour ce qu'elle avait été créée originellement, c'est-à-dire l'exploration de sa zone de création. Pour empêcher les humains de découvrir l'emplacement exact du domaine où se terraient les maîtres du monde, c'est-à-dire le 6e continent, un stratagème fut mis de l'avant, à savoir le mythe de la Terre plane. Pas besoin de vous expliquer ce mythe, car tout le monde connaît l'histoire de la Terre plane et de son anneau de glace, dont ce dernier délimite la frontière entre le monde connu et le monde inconnu. Avec ce mythe fut implantée la nature psychologique de l'être humain qui remplaça son psychique. Un égrégore astral en résultat, continuant à la mémorisation, rendant ce mythe encore plus réel dans l'inconscient de cette humanité naissante. Mais dans la nature profonde de l'être humain, dans son désir toujours croissant d'exploration de sa zone de création, il voulut savoir ce qu'il y avait au-delà de ce fameux mur de glace. Un autre stratagème fut mis de l'avant par les maîtres du monde pour empêcher l'exploration de cette zone de création, mettant en péril leur résidence sur le 6e continent, en découvrant par la même occasion leur vraie nature de faux dieux. Car en explorant toujours, en allant toujours plus loin, eh bien, inévitablement, l'humain découvrira inévitablement ce 6e continent et, naturellement, ceux qui mènent le monde actuellement. C'est de cette manière que naquit un nouveau mythe, plus adapté aux conditions actuelles de l'exploration de notre zone de création, à savoir le mythe de la Terre sphérique. Des balises de restriction furent mises en place interdisant l'exploration de certains territoires de notre zone de création se trouvant au-delà du 60e parallèle 60e nord et sud, comme présenté sur la cartographie planétaire actuelle que nous connaissons. La NASA, au service des maîtres du monde, compléta ce mythe avec un système solaire et des galaxies virtuelles, rendant pour le commun des mortels l'exploration de sa zone de création presque impossible à ses yeux. Une sphère représentant notre zone de création tournoyant sur elle-même à une vitesse presque incroyable de 1600 km/h dans un espace incommensurable, compléta la prison psychologique où l'être humain fut enfermé sans espoir de s'en sortir un jour. L'astral fut renforcé tout d'abord par la religion et ensuite par la pseudo-science qui compléta l'égrégore mémoriel de l'illusion d'une planète sphérique activée par la manipulation permanente, par le rêve ou les voyages astraux, où se font habituellement la plupart des contacts supposés avec des entités ou soi-disant extraterrestres. Donc, l'être humain recevait de l'information sur sa zone de création exclusivement par le pouvoir en place et par la manipulation exercée par l'entremise de l'astral, principal vecteur de la soi-disant connaissance, se superposant au véritable savoir. Tout cela se déroula sur plusieurs milliers d'années
chronologique. Mais voilà, l'être humain reste fondamentalement un éternel explorateur de sa zone de création, toujours informé par un esprit projetant de la lumière au niveau de sa conscience, dont son champ de perception est de plus en plus en contact avec d'autres êtres de même nature que lui, existant dans des zones de création semblables à la sienne, mais étant libres d'une complète exploration de leur propre zone de création. Nous considérons souvent ces autres zones de création comme des mondes parallèles. Maintenant, l'être humain n'a pas seulement contact avec le plan astral comme source d'information, mais il a également contact avec un plan spatial où les informations diffèrent passablement d'avec celles de l'astral. Comme il a un corps astral pour se déplacer dans l'égrégore astral, conscient ou inconscient, il possède également une matière électroplasmique pour se déplacer en physique dans le temps spatial, conscient ou inconscient. Cette matière de quatrième densité lui a été cachée pour que l'humain ne puisse pas se libérer psychiquement de sa prison psychologique où il a été enfermé pendant très longtemps. De cette manière, il a accès à une information sans manipulation astrale, le rendant enfin libre de l'exploration de sa zone de création. Les planificateurs primordiaux qui font office aujourd'hui de régie planétaire devront rendre compte de leur inaction et d'avoir permis cette expérience d'aller aussi loin au détriment de l'être humain, qui a été rendu esclave par des êtres qui se proclamaient les maîtres de notre monde, donc de notre zone de création. Un jour n'est pas très loin où nous pourrons explorer notre zone de création physiquement afin d'aller au-delà de l'horizon des événements. De cette manière, l'être humain découvrira un sixième continent où résident les maîtres du monde, se prenant encore aujourd'hui pour des dieux. Mais nous savons maintenant que ce sont naturellement de faux dieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclusion de ce petit chapitre-là? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je demande à vous qui m'écoutez présentement, avez-vous déjà vu physiquement vous-même la forme de la Terre vue de l'extérieur? Parce qu'oubliez pas, présentement, il est interdit sur notre zone de création d'aller au-delà du 60e parallèle nord et sud. Donc, demandez-vous pourquoi. Et maintenant, faites vos recherches vous-même. Il est interdit d'aller au-delà d'une certaine altitude de la Terre sans une autorisation spéciale de la NASA qui régit toutes les stations, pas la station spatiale, mais tous les événements spatiaux à travers la planète. Donc, posez-vous des questions. Et se poser des questions, des fois, c'est avoir en même temps des réponses. À ce sujet, je vais vous donner une information donnée par un astronaute de la NASA. Un vétéran de 3 missions spatiales de la NASA, Jean-François Clairvoy, je crois que, en tout cas, je vais marquer à l'écran son nom, nous dit qu'au-delà de l'atmosphère terrestre, à plus de 50 km d'altitude au-dessus de la stratosphère, on ne voit pas d'étoiles. Le ciel est noir, d'un noir total, alors que depuis la Terre, on voit des étoiles scintiller. Cherchez l'erreur. Curieux, n'est-ce pas?
Pour ce qui est des vaisseaux spatiaux non identifiés, il faut savoir que la technologie militaire sur les dirigeables, excusez, donc sur les dirigeables en collaboration avec des groupes occultes qui n'ont aucune existence officielle et qui ne figurent sur aucun organigramme, travaillent ensemble sur des recherches au niveau spatial. Une de leurs recherches sur les vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire les dirigeables, consiste à savoir qu'un moteur à mouvement rotatif magnétique crée un champ électromagnétique, tandis qu'un moteur de mouvement à pulsion magnétique crée un champ électroplasmique. Petite information cachée. Je vais parler maintenant de la distance spatiale et ceinture de Van Allen. Quelques petites informations en provenance de la NASA qui me rend un peu perplexe. Pour débuter, examinons les distances spatiales données par la NASA. Si on considère que le point de départ de la Terre à partir du niveau de l'océan est de 0 km, donc c'est à la surface la plus basse, la distance du premier satellite officiel est à 215 km de la Terre. La Station spatiale internationale est à 300 km de la Terre. Le télescope Hubble est à 595 km de la Terre. Les satellites en orbite polaire sont entre 700 et 1700 km de la Terre. L'orbite basse est à 2000 km de la Terre. L'orbite moyenne géostationnaire est à 35 786 km de la Terre et l'orbite haute lunaire est à 384 000 km de la Terre. Ce sont les données des différentes catégories d'orbites transmises par les scientifiques de la NASA. Pour ce qui est des ceintures de Van Allen, la ceinture interne s'étend entre 700 et 10 000 km de la Terre, et pour ce qui est de la ceinture externe, elle s'étend entre 13 000 et 40 000, plus ou moins, kilomètres à partir de la Terre. Ces données proviennent également de la NASA. Et ces ceintures sont très néfastes pour la technologie électronique, car ces ceintures possèdent un niveau très élevé en radioactivité et les satellites ne supportent pas très bien les radiations. Mais voilà où le bas blesse. C'est une expression québécoise qui veut dire tout simplement où que la chaussette blesse le pied. Là. Les satellites pour les GPS se trouvent à 26 000 km d'altitude et les satellites géostationnaires sont à 36 000 km, donc en plein dans la ceinture externe de Van Allen. Et ces satellites sont bourrés d'électronique. N'oublions pas d'ailleurs que toutes les données qui nous proviennent de l'espace sont exclusivement toujours en provenance de la NASA. C'est toujours selon la NASA. Ce qui veut dire que tous ces satellites coûteraient des dizaines de milliards de dollars en dégâts chaque année. Et de plus, comment faire pour les réparer dans cette zone grandement radioactive? Ce n'est pas tout. L'astronaute à la retraite Terry Wirth disait « Actuellement, nous sommes capables de voler seulement en orbite basse terrestre. On ne peut pas aller plus loin. » Actuellement, la NASA construit des engins qui nous permettront un jour d'atteindre et d'explorer la Lune, Mars et plusieurs autres destinations du système solaire qui nous seront enfin accessibles. Ça, c'est
un astronaute qui dit ça, là, un astronaute à la retraite qui dit ça. Là. Où sont passés les supposés alunisages effectués sur la Lune? Cherchez l'erreur. Pour finir sur un ton humoristique, d'après la NASA, il y aurait un nombre presque astronomique de satellites et de débris de toutes sortes dans l'espace, c'est-à-dire qui entourent la Terre, plus ou moins gros, formant une toile autour de la planète. Ça doit vraiment devenir un problème très sérieux pour la NASA, pour le lancement de leurs fusées, car ces fusées doivent éviter ces satellites et tous ces objets pour aller dans l'espace. En vous d'en tirer vos propres conclusions, car lorsqu'ils envoient dans l'espace un satellite, il faut vraiment qu'il navigue entre tous ces débris. Maintenant, je vais parler de la représentation de la matrice artificielle. Voici ma perception de ce que pourrait être la représentation de la matrice artificielle. Imaginez une membrane électromagnétique ou un champ électromagnétique représentant notre zone de création de la matrice artificielle. Cette membrane ou ce champ électromagnétique traverse un champ plasmique qui est superposé sur une membrane plasmique ou un champ plasmique représentant la matrice originelle. Ces champs et cette membrane possèdent naturellement une épaisseur et une densité autant au niveau de l'espace que du temps. L'espace des deux champs plasmiques, incluant l'espace de la membrane, serait ce qu'on identifie comme étant le spatio-temporel. Le temps linéaire, c'est-à-dire le temps chronologique, serait le souvenir inconscient de la mémoire de cet espace. Notre corps physique, ou plus précisément notre corps électromagnétique, est directement en relation avec la matrice artificielle par l'entremise de la membrane ou champ électromagnétique. Notre perception en 3 dimensions est due justement par l'espace des deux champs plasmiques et de la membrane qu'on identifie comme étant un champ de profondeur, mais qui est en réalité la perception de cet espace. Le mouvement fluide du temps électromagnétique de la matrice artificielle, c'est-à-dire notre zone de création, est perçu comme un déplacement de notre matière. La mémoire du souvenir de ce mouvement est perçue comme le temps chronologique, c'est-à-dire le temps linéaire, associé à ce déplacement. Un bug dans la matrice artificielle serait une perte d'information en provenance de la matrice originelle, qui se traduirait par la perte d'un objet ou plus précisément la dématérialisation de cet objet. Un objet retrouvé ou plus précisément rematérialisé serait la reconfiguration d'une information en provenance de la matrice originelle qui se traduirait dans la matrice artificielle par une matérialisation. Un bug de la matrice artificielle serait aussi la reproduction ou matérialisation d'une information en série en provenance de la matrice originelle qui serait vécue dans la matrice artificielle comme une mémoire créant un souvenir de déjà-vu. La perte de temps, c'est-à-dire missing time en anglais, qui sépare deux événements serait également la perte d'informations en provenance de la matrice originelle
est relié à un bug de la matrice artificielle dans notre zone de création. Il faut comprendre que tous ces bugs sont le résultat d'une surcharge dans la membrane électromagnétique par trop d'informations se véhiculant dans le champ électromagnétique dans notre zone de création de la matrice artificielle. Tout ce qui se crée au niveau de la matrice originelle est retransmis sous forme d'informations inversées dans la matrice artificielle, car les deux matrices sont continuellement en relation l'une par rapport à l'autre par les champs plasmiques. Cette inversion complète à effet miroir est due au passage de l'information entre les deux membranes ou champs en provenance du temps spatial de nature plasmique vers le spatio-temporel de nature électromagnétique. Le temps spatial appartenant à la matrice originelle, donc plasmique, et le spatio-temporel appartenant à la matrice artificielle, donc électromagnétique. En quelque sorte, la race humaine évoluerait dans une sorte de simulation de type organique dont l'hologramme qui nous constitue ainsi que notre univers serait de nature fractale, dont ce dernier est composé d'informations. Ne pas oublier que les deux matrices possèdent un champ plasmique et notre zone de création possède un champ électromagnétique. En conclusion sur la matrice artificielle, eh bien oui, il faut quand même faire une conclusion. Mais comment sortir de cette matrice artificielle, me diriez-vous? En changeant sa perception de voir la réalité et non pas voir la vérité qui nous est imposée. Car la vérité appartient à la matrice artificielle et la réalité appartient à la matrice originelle, comme la connaissance appartient à la matrice artificielle et le savoir, lui, appartient à la matrice originelle. Donc, votre réalité doit devenir votre vérité afin de percevoir les contours de cette matrice artificielle. Et n'oubliez surtout pas, chacun de nous évolue selon sa propre réalité dans cette matrice artificielle. Comme tout le monde, je continue à me poser des questions et continue à recevoir des réponses à ces questions. Mon évolution dans cette matrice artificielle deviendra ma réalité dans un nouveau paradigme pour sortir en premier de ma cellule psychologique et par la suite pour pouvoir enfin me libérer de cette prison illusoire à caractère électromagnétique. La compréhension est la clé qui nous permet d'ouvrir la serrure de la porte, donnant accès à notre ligne de temps qui nous dirige vers un corridor, c'est-à-dire un vortex, lequel nous conduit vers la matrice originelle. N'oubliez pas que les maîtres du monde nous considèrent comme une ressource qui leur appartient. Nos gouvernements nous parlent souvent de ressources minières, de ressources forestières, de ressources agricoles et ils nous disent même que nous sommes pour eux des ressources humaines. C'est tout dire comment nos dirigeants nous considèrent. Eh bien oui, pour eux, on est tout simplement des ressources humaines au même titre que les ressources minières, forestières, ainsi de suite. Alors, si nous sommes considérés comme des ressources, au même titre que toutes les ressources que nous retrouvons sur Terre, nous sommes aussi considérés comme des ressources énergétiques. L'énergie magnétique, comme l'énergie plasmique, sont une composante de notre corps physique et de notre matière atomique. Il faut vraiment faire la différence entre un champ électromagnétique et un champ plasmique. Ces deux champs n'appartiennent pas à la même matrice, donc n'ont pas la même fonction. Le champ plasmique est un champ qui sert à créer la matière.
Le champ électromagnétique est un champ qui sert à donner une densité à cette matière. C'est pour ça que l'électromagnétique fait partie de la matrice artificielle et que le plasmique est une composante de la matrice originelle. Mais ces deux champs se retrouvent quand même d'une certaine manière dans les deux matrices, car ils sont, selon la matrice concernée, prioritaires ou pas, en fonction de l'intention qu'on donne à un ou l'autre de ces champs. En quelque sorte, le champ électromagnétique et le champ plasmique sont intimement liés l'un à l'autre, faisant partie tous les deux du spatio-temporel. Par exemple, le fer qu'on retrouve en très grande quantité sur Terre possède la propriété d'être facilement magnétisé. En le mettant en contact avec un courant électrique, on peut créer un champ électromagnétique et ça avec l'aide d'un très bas voltage. Le cristal de quartz, tant qu'à lui étant piézoélectrique, peut canaliser ce voltage, ce qui en résulte un vortex permettant de franchir une membrane plasmique. Ainsi, il est possible de franchir une membrane ou un mur plasmique sans trop avoir de difficultés. En sachant que la membrane qui sépare notre zone de création de la matrice originelle est de nature plasmique, on peut la traverser en lui opposant une résistance électromagnétique. Il est quand même curieux de noter que le métal, c'est-à-dire le fer, et le verbe « faire » ont la même consonance sonore. Dans la phrase suivante, le métal et le verbe se confondent au niveau sonore. Dans la langue des oiseaux, on peut utiliser cette phrase sous deux aspects bien différents. Pourquoi s'en faire si on ne peut le faire? Pourquoi s'en faire s'il y a du fer? Pourquoi le faire sans faire lorsqu'on a du fer pour le faire? Ce jeu de mots est seulement pour démontrer qu'il y a souvent un sens caché à ce qu'on peut entendre souvent dans la matrice artificielle. Donc, le fer magnétisé est mis sous tension avec une intention, c'est-à-dire IN1 étant égal à sous, lorsqu'utilisé avec le mot tension, et le cristal de quartz combiné avec le fer peuvent avoir une utilisation non dévoilée dans notre zone de création. Ce n'est qu'un aspect des possibilités qu'on peut découvrir dans notre monde de troisième densité qui peut nous conduire dans une autre densité temporelle à l'intérieur de notre zone de création au niveau du spatio-temporel. Pour terminer, nous pouvons être le bug dans la matrice artificielle, le grain de sable qui ferait dérailler l'engrenage si bien rodé et orchestré de cette matrice artificielle. Car il faut se souvenir que la pensée appartient à la matrice artificielle, mais que l'intention appartient à la matrice originelle. Maintenant, le chemin est tout tracé pour se diriger vers la matrice originelle. Il ne reste plus qu'à traverser le champ électromagnétique de notre zone de création et le champ plasmique de la matrice artificielle pour se retrouver face à la membrane du champ plasmique de la matrice originelle. Si on parle d'énergie électromagnétique, on parle de notre zone de création de la matrice artificielle. Mais si on parle d'énergie plasmique, on parle de la matrice originelle et de la matrice, on parle de la matrice artificielle primaire, plan divin, matière atomique et corps physique électromagnétique,
composantes de la matrice artificielle zone de création. Matière atomique et matière électroplasmique, composantes de la matrice originelle, plan créateur, et de la matrice artificielle primaire, plan divin. Bienvenue dans les prochains secrets qui vont nous conduire dans le terrier du lapin blanc, à la découverte de la matrice originelle. Voulez-vous toujours continuer à prendre la pilule rouge à la poursuite de nouvelles découvertes ou rebrousser chemin en prenant la pilule bleue et continuer à dormir afin de faire de beaux rêves? Et voilà, ceci termine les secrets de la matrice artificielle en espérant que vous avez apprécié cette intrusion dans le monde miroir de cette matrice artificielle à inversion totale. Dans la prochaine lecture de mon grimoire, je vais parler de cette fameuse matrice artificielle. De quoi est-elle composée? Nous allons faire une incursion ensemble dans cette énigmatique matrice originelle. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de partager mes vidéos, même si ça ne vous intéresse pas beaucoup, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes de votre entourage et vos amis sur les réseaux sociaux. Eh bien, qui sait? Donc, je vous dis à la prochaine.